Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Bonne arrivée sur Espace TV dans cette émission Les Informés. Si vous êtes à Mali Yemberen dans le Fouta, merci de nous préférer sur Espace TV. Les Informés, c'est du lundi au jeudi de 15h à 17h avec l'équipe composée de Théophile Fassamano, Félix Milimono, Amadou So, Abdoulaye Chiplo, Alphonse Mara. Bonsoir à vous Alphonse Mara, ça vous fait sourire, il y a quoi? Bonsoir Madjou. Je te vois venir. Non, je te vois venir. Heureusement, tu vas rien dire après. Amadou So, bonsoir. Bonsoir. Allez, bonsoir à vous, Félix Milimono. Bonsoir Madjou et bonsoir à tous. Merci bien. Chiplo, comment ça va? Oh, ça va, Dieu merci. Toujours bonsoir. en forme, ça montre déjà la différence entre lui et les autres. Célibataire. Omini, mais bien avant. Bonsoir à ceux qui sont à la régie. Kadi Touré, Kadi Fofana, Fanta Guiré, Dembadouno, Jean-Marie, Alia, Sokra, Kamara, Foté Souma, Poutine Silla avec l'œil vigilant de Idi Kaba ici à la radio. Abdelkader Damé. Au menu de cette émission de ce soir, les informés sur Espace TV, mise à la retraite de 6000 fonctionnaires de la fonction publique. Parmi le lot figure des nombreux fonctionnaires engagés en 2019 au compte de l'enseignement supérieur. Comment se sont-ils retrouvés sur cette liste des retraités? Les informés vous aideront à mieux comprendre avec Dr Salaba, enseignant-chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, faculté des sciences et techniques de la santé, vice-président du collectif des enseignants et chercheurs en 2019. Il est déjà dans ce studio. Bonsoir et bonne arrivée Dr Salah. Bonsoir Tierno Madjou, le journaliste du peuple. Ah, bonsoir, c'est vous qui le dites. Ouais, bien sûr, évidemment. Ouais. Bonsoir à toute l'équipe d'Espace TV, l'équipe d'Espace Espace FM. Merci beaucoup. Et merci à vos nombreux auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup. Autre menu de cette émission de ce soir, l'humanité célébrera demain, 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. En prélude à cette journée, les informés s'intéressent à ce sujet. On en parle ce soir avec Dr Youssouf Koïta. Il est coordinateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida et des hépatites du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On me fait comprendre qu'il est déjà au bout de la ligne. Bonsoir et bonne arrivée, Dr Youssouf Koïta. Oui, bonsoir, chers amis de Espace. Merci beaucoup d'avoir eu le temps d'intervenir ce soir dans cette émission Les Informés sur Espace. Alors, on s'intéresse à vous. Demain, déjà, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. En prélude à cette journée, Les Informés d'Espace s'intéressent à ce sujet. On en parle avec vous. Vous êtes le coordinateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Alors, nous sommes à moins de 24 heures de cette journée. Est-ce qu'on peut connaître l'état de lieu aujourd'hui de cette maladie en République de Guinée? Merci pour cette opportunité que vous m'offrez être sur vos antennes aujourd'hui en prélude à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. La Journée mondiale de lutte contre le sida se tient tous les 1er décembre et marque aussi le début du mois de sensibilisation du sida pour ce qui est de la République de Guinée. C'est un moment de réflexion sur ce que nous avons accompli en matière d'intervention nationale et internationale de lutte contre le sida et sur ce qui nous reste à faire. Pour ce qui est de la Guinée particulièrement, il faut dire que beaucoup d'efforts ont été faits et bien entendu, il reste encore beaucoup à faire. Nous avions aujourd'hui à peu près beaucoup de sites de prise en charge dans le pays, notamment les prises en charge médicales. Nous en avions à peu près 102 sites de prise en charge. Nous avions à peu près 400 et quelques sites PTME pour faire la prévention de la transmission des VIH de la mère à l'enfant. Près de 140 et quelques sites de CDV pour faire le dépistage volontaire du VIH. Donc, aujourd'hui, nous avions à environ près de 63 000 personnes qui sont sous traitement antirétroviral. Évidemment, sur 113 000 personnes estimées séropositives en Guinée. Donc, ce qui fait que nous sommes à environ près de 60% de cet objectif. Et il reste aussi beaucoup d'efforts à faire dans le cadre du dépistage pour que la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des personnes séropositives qui ne sont pas connues, que nous partions à la recherche de cette partie et que nous les découvrions
que nous les mettions sous traitement antirétroviral. Grosso modo, voilà les grands efforts qui sont faits, mais comme je vous le disais tantôt, il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce que nous devions travailler à la recherche des personnes qui ne sont pas connues et qui ne connaissent pas leur statut sérologique, pour que celles qui sont séropositives entre elles soient mises sous traitement. Bien. Docteur Youssouf Koïta Chiplou. Hormis les grands efforts qui sont déjà fournis par vous et votre équipe, dites-nous quels sont les principaux défis à relever déjà à votre niveau? Alors, les principaux défis à relever restent essentiellement la couverture nationale en matière de dépistage, parce que c'est fondamental. C'est fondamental, que ce soit dans la population générale, dans les populations clés et chez les femmes enceintes, c'est le grand défi qui reste à faire. Mais il faut reconnaître qu'il y a, malgré tous les efforts, il y a de la sensibilisation qui doit être faite. Et c'est pourquoi nous saluons beaucoup l'apport des médias, parce qu'il faut avoir une sensibilisation à outrance pour que les personnes se fassent sensibiliser, puisque c'est un dépistage volontaire. Et si nous avions autant de sensibilisation pour couvrir toute la population guinéenne, nous avons l'espoir que les personnes qui ne sont pas dépistées se le seront. Et une fois que nous aurons dépassé cette étape, nous pourrons mettre tous les patients séropositifs sur traitement. Ça, c'est un gros défi. Bien. L'autre défi, c'est au niveau des enfants. Vous savez, la santé des enfants est très difficile. Il faut une volonté d'abord de la famille. Avant la volonté du personnel de santé, il faut la volonté de la famille. L'enfant ne s'amène pas lui-même à l'hôpital. Il doit être accompagné par les parents. Donc cette volonté de la famille est importante de pouvoir prendre en charge la santé de l'enfant. Et là, nous avons un gros défi parce que malheureusement, nous avions des actions que nous devons faire en faveur des enfants, notamment un dépistage précoce et mettre sous traitement précoce les enfants qui sont nés des parents séropositifs pour leur donner une chance de vie. Donc ça aussi, ça devient un défi. Et nous comptons beaucoup sur l'apport des médias afin de sensibiliser tous les parents. Ce n'est même pas pour le VIH seulement, mais pour toutes les maladies, afin que les parents acceptent de faire partir les enfants à l'hôpital. Et nous pensons que si nous pouvons, nous relevons ces principaux défis, nous pourrons atteindre l'objectif que nous nous fixons en 2020. Bien. Voilà aussi un autre défi sur lequel nous travaillons, la mobilisation des ressources endogènes. Aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher. La situation économique mondiale est telle que ce sont les États qui doivent prendre en charge les problèmes de santé. Il ne faut pas compter sur l'extérieur. Donc, cet élément est aussi très important à amener les décideurs à prendre en charge le problème de santé de la population. Nous pensons que c'est un effort qui est débuté, mais nous lançons aussi un appel pour que l'effort-là soit soutenu, pour que les ressources endogènes, les ressources internes soient mobilisées. Bien. Ce n'est pas le gouvernement seulement de le faire. C'est aussi les sociétés nationales, les sociétés privées, les partenaires internationaux, tous ceux qui sont dans ce pays doivent se mobiliser pour que nous ayons des ressources complémentaires importantes pour pouvoir lutter contre le VIH-Sida et les autres maladies. Docteur Youssouf Koïta, coordinateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida et des hépatites au ministère de la Santé. Félix Milimono. Alors, docteur, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie le nombre élevé des cas positifs, des cas séropositifs du VIH-Sida en Guinée? Parce que vous venez de nous dire qu'il y a plus de 63 000 cas de contamination en Guinée. Il y a ce que je voudrais tout simplement dire, il n'y a pas à dire qu'il y a un nombre élevé. Non, il y a une séroprévalence de 1,5%. C'est ça la prévalence du VIH en Guinée. Dans d'autres pays, il y a la prévalence qui est aussi aux environs de 2, 3, 4, 5, 6%, voire même dans certains pays jusqu'à 10%. Nous avons une prévalence de 1,5%. Donc, sur une population d'environ 11 ou 12 millions d'habitants, ce qui donne à peu près 113 000 patients séropositifs. Donc, le problème, c'est ça les statistiques vraies. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que cette prévalence est en train de se stabiliser. Nous étions à 1,7% il y a quelques années en arrière. Maintenant, nous sommes à 1,5%. Ça veut dire que nos efforts sont en train de donner des résultats positifs. La prévalence est en train de chuter.
Donc, nous sommes en train d'encourager le traitement, en tout cas, vers les patients. Et chaque fois qu'il y a des traitements vers les patients et que les traitements réussissent, il y a moins de contamination. Et heureusement, c'est ce qui justifie aujourd'hui la baisse de la prévalence successive en Guinée. Donc, nous ne nous réjouissons pas d'avoir ce nombre élevé, mais ce qui reste clair, c'est que des efforts sont en train d'être faits pour que cette prévalence baisse d'année en année. Amadou Sow, par rapport aux chiffres, quelle est la cartographie par région du taux d'infectés? Parce que je me rappelle les années antérieures, c'était la région de l'Abbé qui était la plus contaminée. Selon les derniers chiffres à disposition, nous avons la région de Boké. Quels sont les chiffres par région et quelle est la cartographie? C'est moi qui réponds, bien c'est Amadou Sow qui répond. Justement, il pose une question en même temps, il répond à sa question. Oui, allez-y, vous allez répondre. Ok, je n'ai pas ici en tête la prévalence par région, mais comme je peux vous dire que la prévalence varie d'une région à une autre. Ce que je retiens, c'est que Boké a près de 2% de prévalence. Donc, dans nos statistiques, Boké est la région la plus prévalente en matière de VIH/SIDA. Bon, après, sur certaines régions, par ordre de croissance, je ne peux pas vous le citer maintenant pour ne pas dire des bêtises, mais il y a les prévalences varient d'une région à une autre, les prévalences varient d'une population à une autre. Nous avions la population des travailleurs de sexe au niveau des populations qui a la prévalence la plus élevée, qui aussi aux environs, je crois, de 14%. Nous avons aussi, après, les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes, qui ont une prévalence d'environ 11%. Et il y a aussi les prévalences que l'on connaît chez les miniers, les camionneurs, les pêcheurs, les hommes en uniforme. Il y a toutes ces catégories de population pour lesquelles des études ont été faites, des enquêtes ont été faites, et pour lesquelles nous avions les résultats de prévalence. Et c'est pourquoi, d'une région à une autre, d'une catégorie de population à une autre, nous avions des interventions qui diffèrent. Parce que quand vous prenez par exemple la Boké, nous sommes obligés de mettre en place une intervention spécifique, surtout qui va vers les miniers, parce que c'est là où la prévalence semble être beaucoup plus forte à cause du fait que Boké est une zone de pleine expansion minière. Donc, ce qui fait que toute la population, une grande population se déverse dans cette région au fur et à mesure. Et quand il y a de la proximité, il y a vraiment tous les risques que le VIH se propage. Bien. C'est vrai que souvent dans les zones minières, il y a une prévalence du VIH/SIDA, que ce soit à Boké, que ce soit à Sigiri, à Dingira et tant d'autres. Alphonse Mara. Docteur, cette fois-ci, parlons de la prise en charge des malades. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, on n'arrive pas à guérir de cette maladie? Non, il faut reconnaître qu'on ne guérira pas du VIH. D'abord, le VIH, c'est un état sérologique, ce n'est pas une maladie. C'est un état sérologique, le VIH, quand on en a. C'est-à-dire qu'on a le virus dans le corps. Mais on a le virus dans le corps ne veut pas dire qu'on est malade maintenant. Non, c'est quand il y a une prolifération de ce virus dans le corps que lorsque la quantité de virus augmente dans le corps, il diminue le système immunitaire de la personne, et en ce moment, cette personne est exposée à toute maladie. C'est en ce moment que les maladies opportunistes apparaissent chez cette personne et qui peuvent entraîner la mort. Donc aujourd'hui, ce que nous avions pour barrer cela, c'est le traitement antirétroviral. Pour nous, aujourd'hui, le traitement antirétroviral n'est même pas un simple traitement, mais c'est aussi de la prévention. Si le patient prend correctement bien son traitement, le nombre indiqué, la période indiquée, la quantité indiquée et l'heure indiquée, il a de fortes chances de ne pas développer une maladie opportuniste. Aujourd'hui, ce que nous cherchons à savoir, après un traitement, nous contrôlons, nous essayons de savoir est-ce que nous avons de la performance en matière de traitement. Nous passons ce malade pour une mesure de charge virale. Quand ce patient il suit très très bien son traitement, après une mesure de charge virale, on constate que sa charge virale est indétectable, ce patient ne peut plus contaminer. Ce patient ne peut plus contaminer, ce patient ne peut plus développer des maladies opportunistes. D'où la nécessité que tous les patients qui se connaissent séropositifs et qui sont sous traitement
suivent correctement bien le traitement. Donc c'est ça l'innovation aujourd'hui, le traitement antirétroviral. Nous avons aujourd'hui des combinaisons thérapeutiques. Une fois que le patient le prend, c'est des combinaisons, c'est des traitements à vie, alors on ne dit pas qu'il guérit du VIH parce que le VIH restera, mais heureusement le virus n'aura plus la force de nuire son immunité, n'aura plus la force d'avoir un impact négatif sur sa vie en faisant développer des maladies opportunistes. Donc c'est ça qui est l'important aujourd'hui. Et comme vous le dites, avec toutes les réalités, toutes les innovations médicales que nous avons aujourd'hui, heureusement, ces traitements antirétroviraux sont disponibles en Guinée. Et il y a des patients aujourd'hui qui sont sous ce traitement avec des charges virales indétectables, qui sont mariés à des personnes qui ne sont pas séropositives, qui ont fait des enfants et des enfants qui naissent séronégatifs. Donc, voyez-vous, il y a cette innovation qu'il y a, et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous exigeons que toutes les femmes en âge de procréer ou toutes les femmes enceintes qui rentrent en consultation prénatale doivent obligatoirement rentrer dans le programme de prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Oui, Alphonse, je voulais la même lancer. L'autre question, c'est comment accéder à ce traitement en Guinée, quand on sait que dans le système médical, il est très facile de se faire soutirer de l'argent pour n'importe quel traitement. Alors, c'est l'opportunité pour moi de dire au plus haut de cette antenne que le traitement est gratuit. Le dépistage du VIH est gratuit. Le traitement antirétroviral est gratuit. Le suivi biologique, c'est-à-dire la mesure de la charge virale et le comptage est gratuit. Tout patient qui rentre dans un site de prise en charge doit le savoir que c'est gratuit, que ces services-là sont gratuits. Quiconque lui demande un paiement de quelque nature que ce soit, il peut se plaindre de cette personne là où il veut et des dispositions seront prises pour sanctionner cette personne. Bien. Donc, il y a des sites de prise en charge. Je viens de vous le dire, il y a une centaine de sites de prise en charge. Donc, toutes les préfectures, tous les hôpitaux préfectoraux font de la prise en charge antirétrovirale. Il y a presque les 417 centres de santé font de la PTME pour les femmes enceintes qui viennent en CPN. Il y a des sites de dépistage. Aujourd'hui, nous sommes même en train d'aller vers des cliniques privées, où nous approvisionnons ces cliniques privées pour la prise en charge des patients. Donc, tout est gratuit. Tout est gratuit. Certes, je suis d'accord avec toi, il va y avoir des personnes mal intentionnées qui vont essayer d'arnaquer par-ci et par-là, mais il faut que ce soit nous que nous levions, nous patients que nous levions pour les dénoncer, afin que nous les éliminions de notre rang, pour que les patients qui doivent bénéficier de cette gratuité puissent l'avoir et avoir une très bonne santé. Et on sait que Médecins Sans Frontières fournit beaucoup d'efforts dans cette lutte, mais parlant de l'État, est-ce qu'il y a un budget national qui est alloué à ce secteur? Si oui, est-ce qu'il est suffisant? De passage, je voudrais remercier Médecins Sans Frontières qui nous appuie, c'est un de nos partenaires de terrain. Médecins Sans Frontières appuie la Guinée avec les ressources guinéennes. Il faut que je le dise entre parenthèses. C'est des ressources que nous avions mobilisées, le gouvernement a mobilisées à travers d'autres partenaires, et Médecins Sans Frontières, avec les potentialités techniques qu'elle dispose, aide à évoluer avec nous sur le terrain. Oui, il y a un budget national. Il y a un budget national pour la lutte contre le VIH-Sida. Un budget conséquent. C'est une vérité. Bon, c'est vrai qu'on a des fois certaines difficultés dans les décaissements, mais il y a un budget national très conséquent pour la lutte, même s'il ne suffit pas, parce qu'il faut le reconnaître, ce n'est pas que le VIH qu'il y a comme priorité dans le pays, mais contrairement à d'autres pathologies en Guinée, la lutte contre le VIH-Sida a un soutien remarquable auprès du gouvernement. Donc, mais ça ne suffit pas, je ne vais pas dire que ça suffit, ça ne suffit pas. C'est pourquoi nous sommes encore à la recherche de ressources complémentaires pour que la couverture soit totale. Bien. Voilà. Ouais, donc, docteur, oui. il y a cette vérité, mais nous sommes encore à la recherche des ressources complémentaires pour pouvoir faire une couverture nationale, globale. Docteur Youssouf Koïta, coordinateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida et des hépatites au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Oui, Félix Milimono. Oui, docteur, c'est par rapport au suivi des malades, même à la maison.
Parce que moi, j'ai eu vent de certaines informations. Il y a de ces malades, par exemple, qu'on reconnaît qu'ils sont séropositifs, mais qui se déplacent d'un point A à un point B sans que le médecin ne soit au courant. Et donc, qu'en est-il de ces cas aujourd'hui où les médecins n'ont pas une même mise par rapport au suivi de ces cas-là? Il y a une première action qui a lieu de faire, et c'est encore la sensibilisation. Il faut que tout patient séropositif essaye d'abord de se responsabiliser vis-à-vis de sa maladie. C'est d'abord la maladie, c'est la personne qui l'a. Il faut qu'elle soit responsable et il faut qu'il accepte son état de santé et son état de maladie pour qu'on l'aide à le soigner. Ça, c'est quasiment important. Aujourd'hui, dans la lutte contre le VIH/SIDA, il n'y a pas que les traitements médicaux. Nous avons mis en place ce que nous avons appelé l'appui psychosocial. Dans la quasi-totalité des sites de prise en charge, il y a des psychologues qui ont été recrutés, formés, et mis à disposition de ces sites pour travailler en amont au niveau des domiciles, au niveau de la famille, pour travailler avec les patients et leurs familles. Ces agents psychosociaux ont pour rôle d'accompagner le patient jusqu'au niveau de sa communauté, jusqu'au sein de sa famille. Donc, il y a, comme vous venez de le dire, des patients qui peuvent quitter d'un site à un autre. Ce n'est pas une très bonne chose. Bon, ils le font par esprit de stigmatisation et de discrimination. Mais aussi, nous avons un volet important qui travaille dans ce sens pour effacer ou éliminer dans nos actions la stigmatisation et la discrimination. Sinon, c'est ce qui va beaucoup plus tuer le patient que même la maladie elle-même. Donc, nous avons, dans ce cas, mis en place des services d'appui psychosocial pour pouvoir venir en aide à ces personnes qui ont cette difficulté de compréhension, en tout cas un problème de comportement au niveau de leur communauté. C'est vrai que vous faites énormément de boulot sur le terrain, Dr Youssouf Koïta, mais est-ce que vous faites souvent des campagnes de sensibilisation histoire de ne pas stigmatiser ceux qui sont atteints de cette maladie? Parce que souvent, c'est le problème que nous rencontrons. Les gens aujourd'hui ont peur d'être stigmatisés du fait qu'ils ont la maladie, chose qui fait que souvent ils ne vont pas dans les hôpitaux. Oui, bon, par exemple, c'est une des raisons, de l'organisation des journées mondiales. C'est-à-dire que pendant tout le mois de décembre, nous allons mettre ça à profit pour pouvoir faire des activités de sensibilisation à travers tout le pays. Ce n'est pas le programme seulement qui va le faire. C'est toutes les couches sociales de la nation qui sont chargées de faire cette sensibilisation. J'ai fait une parenthèse. Il y a un comité national de lutte contre le sida qui n'a rien à voir avec le programme national de lutte contre le sida et les hépatites. Le comité national est une entité multisectorielle de lutte qui est sous la coordination du Premier ministre. Ça, c'est pour pouvoir avoir une multisectorialité de la lutte. Donc, à chaque niveau des entités nationales ou toute autre entité, il y a des activités de sensibilisation qui sont organisées, et cela couramment pour amener et sensibiliser les gens à ne pas stigmatiser. Parce que, je vous dis, c'est la stigmatisation et la discrimination qui tuent de plus. Parce qu'une fois que la personne se sent stigmatisée et discriminée, elle risque de se retirer du circuit de traitement. Et si elle se retire du circuit de traitement, la maladie va avoir le dessus sur lui. Donc, ce sont des activités qui sont aussi planifiées et qui sont confiées aux entités, et surtout aux entités de la société civile. Parce que c'est là où le message peut bien passer. Donc, nous avions autour de nous des ONG de lutte contre le sida, des ONG de lutte contre d'autres maladies, des plateformes qui sont occasionnellement invitées à travailler à nos côtés, mais au sein de la communauté pour pouvoir sensibiliser autant que possible afin d'éliminer dans nos rangs les actes de discrimination et de stigmatisation. Bien. Oui, Amadou. L'objectif en 2016 à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était qu'en 2030, qu'on mette fin à cette pandémie. Est-ce que la Guinée, c'est vrai que nous sommes passés de 1,7 à 1,5, est-ce que nous pourrons atteindre cet objectif-là? Oui, nous pouvons atteindre cet objectif. Il faut que les gens comprennent. L'objectif, c'est de mettre fin aux problèmes de santé publique. Que la maladie ne soit plus considérée comme un problème de santé publique. La maladie, elle existera, mais qu'elle ne soit plus considérée comme un problème de santé publique. C'est ça l'objectif qu'il faut atteindre. Mais on peut bien l'atteindre. Ce n'est pas qu'on va dire en Guinée, il n'y a plus de séropositifs. Non.
Mais quand on ne peut plus contaminer, on a atteint l'objectif. C'est-à-dire que tous les patients sont connus et sont sous traitement antirétroviral. Ils ont leur charge virale indétectable, donc ne contaminent plus. Toutes les femmes enceintes qui viennent en CPN sont suivies et celles qui sont en séropositives sont mises sous traitement, sous prophylaxie antirétrovirale avec zéro contamination de leur enfant. L'objectif est atteint. Donc voilà l'objectif, c'est d'amener à ne plus contaminer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouvelles contaminations. Donc si on arrive en 2030, qu'il n'y ait plus de nouvelles contaminations, l'objectif est atteint. C'est ça que nous voulons. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de dire qu'en 2030, il n'y aura plus de personnes séropositives. Non. Mais cette personne séropositive en 2030 ne peut plus contaminer. Voilà. Bien. Alors, parce qu'il est sous un bon traitement et il ne peut plus contaminer. Donc, la chaîne de contamination que nous brisons là, d'ici 2030, fait que nous avions atteint notre objectif d'éliminer le VIH. Bien. Il y a une question qui revient souvent, Dr Koita, coordinateur du programme national de lutte contre le VIH, SIDA et des hépatites. Une question qui revient souvent chez les citoyens. Est-ce qu'une personne séropositive peut donner naissance à un enfant qui n'a pas la maladie? Complètement. Des pays l'ont réussi, le Cap-Vert l'a réussi, le Cuba l'a réussi. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Il y en a qui disent dans certains pays du couple mère-père à l'enfant. C'est quoi? C'est que la femme qui rentre en CPN en grossesse et vient pour sa grossesse, pour sa consultation prénatale, elle bénéficie d'un dépistage du VIH. Et si malheureusement elle est séropositive, elle est mise sous traitement antirétroviral pendant les 9 mois de sa grossesse. Cette femme-là, si elle suit correctement bien son traitement, l'enfant qui naîtra sera négatif au VIH. Donc, c'est sûr et clair et net. Nous avons aujourd'hui des couples. Des milliers et des milliers de couples en Guinée, mariés, séropositifs, qui donnent naissance à des enfants séronégatifs. On a des milliers. Ça, c'est clair et net. C'est scientifiquement prouvé et nous avions des statistiques dans ça. Aujourd'hui, nous, dans nos statistiques, nous ne sommes pas malheureusement à 0% de contamination. Nous sommes environ maintenant entre 2 à 3%. Donc, de 30% le risque de contaminer, nous sommes dans la fourchette au moins de 5%. Donc, vous avez vu que si les efforts sont encore multipliés dans ce sens, surtout des efforts de sensibilisation en matière des femmes en âge de procréer, les femmes enceintes avec leur mari qui viennent en CPN, pour que tout ce lot de femmes qui rentrent puissent bénéficier de ce programme de PTME et que nous ayons les moyens nécessaires, parce que ça aussi c'est important, que toutes ces femmes qui viennent puissent être dépistées, que toutes ces femmes qui viennent puissent avoir la prophylaxie antirétrovirale si malheureusement elles sont sur oui, nous pourrons complètement briser la chaîne de contamination. Donc c'est une réalité, on peut être séropositif au VIH, très bien traité, avec une charge virale indétectable et avoir un enfant séronégatif bien important. Donc, nos statistiques le montrent aujourd'hui. Il y en a des milliers que nous avions dans nos livres et qui se portent excellemment bien. Donc, il faut un bon suivi. En tout cas, ça nous rassure le coordinateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida. Une dernière question. Le docteur Koita, le virus corona a chamboulé tous les programmes, a ramené beaucoup de maladies au second plan et on a trouvé le vaccin. Où en sommes-nous avec le vaccin pour le VIH-Sida? Malheureusement, les études sont en cours. Malheureusement, les recherches sont en cours pour trouver un vaccin pour le VIH-Sida. On n'en est pas encore arrivé. Il faut reconnaître que les virus du VIH et du coronavirus sont vraiment des virus différents. C'est vrai, ils sont tous de la même famille, mais c'est des virus différents. Le problème du VIH, c'est un virus qui se multiplie, se métamorphose, de manière à ce qu'on ne puisse pas très vite le combattre, malheureusement. Donc, c'est cela. Mais les efforts sont toujours là. Les scientifiques sont toujours en train de travailler. Et des expérimentations ont eu lieu pour un certain nombre de travaux, mais nous n'avons pas encore abouti à des résultats satisfaisants. Mais cela ne fait pas baisser les bras des scientifiques.
Le travail est en cours. Nous espérons dans un proche pas très long d'avoir aussi ce vaccin en faveur de la lutte contre la maladie du sida. Oui, Chiplo, une dernière question. Il est arrivé des moments, docteur, où on parlait de manque d'antirétroviraux. Confirmez-vous cette information? Si oui, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour éviter que cela ne se reproduise? C'est vrai qu'il fut un moment donné dans notre pays, nous sommes rentrés en rupture d'antirétroviraux, mais ça date de 5 ans en arrière. De 5 ans en arrière, on a eu des difficultés, c'était aux environs de 2015-2016. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette logique de rupture, de manque d'antirétroviraux en Guinée, parce que d'abord, heureusement, les coûts des antirétroviraux ont beaucoup baissé sur le plan international. Nous avions une bonne intervention de l'État pour l'achat des antirétroviraux. Nous avions une très bonne intervention des partenaires, notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui nous appuient aussi pour l'achat des antirétroviraux. Donc aujourd'hui, nous pensons que cette couverture en traitement antirétroviral est maximale en Guinée. Nous n'avions pas de risque dans ce domaine. Dans le domaine dans lequel nous avons un peu plus de difficultés, c'est le dépistage, et puis de l'autre côté, le suivi biologique. Mais des efforts aussi sont en train d'être faits dans ce sens pour que ces deux domaines aussi soient comblés, des déficits que nous connaissons aujourd'hui. Mais comme je le dis, il s'agit d'une mobilisation additionnelle de ressources et cela doit être fait à tous les niveaux de la nation. Bien, oui, Alphonse. Docteur, pour finir, quel est le message que vous avez à l'endroit des familles qui discriminent les leurs quand ils sont atteints de VIH? Et je dirais à ces familles qu'elles ont tort. Elles ont totalement tort de discriminer les leurs. Aujourd'hui, pourquoi on ne discriminerait pas quelqu'un qui meurt d'accident de circulation? Pourquoi on ne discriminerait pas quelqu'un qui meurt de diabète? Pourquoi on ne discriminerait pas quelqu'un qui meurt d'hépatite? Pourtant, l'hépatite, on le prend dans les mêmes conditions que le VIH. Et les modes de contamination sont les mêmes. Rapport sexuel, transmission de la mère à l'enfant, transfusion sanguine, utilisation de sang souillé. Donc, c'est les mêmes modes de contamination de l'hépatite. Pourquoi on ne discriminerait pas? Aujourd'hui, le taux de prévalence de l'hépatite est plus élevé que le VIH. Pourquoi on ne discriminerait pas? Non, il faut que les parents acceptent et arrêtent de discriminer les personnes. Pour cela, il faut qu'ils arrêtent. Donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, nous connaissons des personnes séropositives qui sont les premières responsables de la vie de leur famille. De la vie de leur famille dans leur entièreté. Ils prennent en charge toute une famille de plus de 10-15 personnes. Mais ils sont séropositifs et ils travaillent. Donc, ça n'a aucun sens. Il faut donner ce sur quoi il faut s'investir, c'est l'épanouissement de cette personne. D'abord, accepter son statut, l'aider à s'épanouir, parce que l'aidant à s'épanouir, il peut se prendre en charge et prendre en charge d'autres personnes. Donc pour moi, c'est d'amener ces familles à arrêter cette discrimination. Les familles acceptent beaucoup d'autres choses qui sont cachées. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc l'autre message que je veux lancer, c'est qu'on accepte de se faire dépister. Parce que c'est là aussi tout le début. Une fois qu'on s'est fait dépister, une fois qu'on a connu son statut sérologique, on prend les dispositions nécessaires. Si on est séropositif, on se met en traitement. Si on ne l'est pas, on prend des dispositions pour ne pas tomber séropositif. Et là, si nous avions ces dispositifs autour de nous, eh bien, nous avons la chance de vivre autant que possible que ce soit. Docteur Youssouf Koïta, coordinateur national de lutte contre le VIH-Sida, il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent à travers le hashtag Espace Informé qui souhaiteraient vous poser des questions. Peut-être on va prendre une seule question. Bonsoir Madiou à toute l'équipe. J'aimerais demander à votre invité, docteur Youssouf Koïta, s'ils n'ont pas un pouvoir à exiger dans les mairies une preuve de dépistage pour le VIH avant de célébrer le mariage pour limiter la propagation du virus en Guinée. Une belle question de Wouri depuis Montréal au Canada. Nous n'avons pas de pouvoir sur les mairies. Il y a un certificat prénuptial, qu'il y a que l'on doit présenter dans les mairies pour se marier. Malheureusement, dans le certificat prénuptial, ce n'est pas dit est-ce que la personne doit être séropositive pour se marier ou non. Ce qui reste clair, si tu veux te marier et être séropositif, il faut être consciencieux avec ton compagne ou ta compagne pour dire écoute, je suis tel. Mais je fais tel.
le mariage, c'est d'abord l'amour. Le mariage, c'est d'abord l'amour. C'est extrêmement important. Donc, c'est un don de soi. Il faut que entre les deux couples qui s'entendent, quel que soit maintenant leurs antécédents médicaux, ils peuvent gérer ça entre eux. Mais je ne pense pas que l'on peut mettre ça dans un acte juridique, c'est-à-dire que pour se marier, il faut que le certificat prénuptial sorte que la personne est séropositive. Et non, les deux couples peuvent le discuter entre eux. S'ils s'entendent, ils s'accordent, ils s'acceptent dans cet état, eh bien, ils sont libres de se marier. Maintenant, il y a des pathologies pour lesquelles on demande, il faut absolument avoir ces résultats. Toute pathologie qui peut avoir un impact négatif sur la vie de l'enfant ou de l'un des deux couples est à proscrire avant le mariage. Ça, ces pathologies sont connues. Mais pour le VIH, comme je vous l'ai dit, il y a des couples sérodiscordants, il y a des couples séropositifs qui sont mariés et qui font des enfants séronégatifs. Des couples sérodiscordants qui sont le mari est séropositif, la femme est séronégative, mais le mari est sous traitement très très bien, il est marié à une femme séronégative, mais ils font des enfants sains et saufs. Donc il n'y a aucun souci à cela. Donc ça dépend de ce que les conjoints peuvent discuter à l'amont pour s'entendre sur une conduite à tenir et aller de l'avant dans leur vie, parce que c'est pour une vie, dans le mariage, c'est pour une vie pour tout le temps. En tout cas, merci beaucoup à Wuri Diafona en direct de Montréal pour cette question. Merci beaucoup à vous, docteur Youssouf Koïta. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du programme national de lutte contre le VIH et les hépatites au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Bien, comme vous le savez, l'humanité célèbre demain, 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En prélude à cette journée, nous avons reçu Dr Youssouf Koïta. Il est le coordinateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida. Une transition avant d'introduire notre invité, Dr Salaba. Aujourd'hui, on n'a que des docteurs dans ce studio. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous suivre sur l'espace civil du côté de Bantingel, c'est dans la préfecture de Pita, tout comme du côté de Timbitouni, les Miro. Bonne arrivée, la suite de cette émission, on était avec le coordinateur national de programme de lutte contre le VIH-Sida et des hépatites du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Youssouf Koïta. On va s'intéresser à une autre actualité, mise à la retraite de 6000 fonctionnaires de la fonction publique. Parmi le lot figure des nombreux fonctionnaires engagés en 2019 au compte de l'enseignement supérieur. Comment se sont-ils retrouvés sur cette liste des retraités? Les informés vous aideront à mieux comprendre avec Dr Salaba. Il est enseignant-chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, faculté des sciences et des techniques de la santé. En même temps, il a été vice-président du collectif des enseignants et chercheurs de Guinée en 2019. Dr Salaba, rebonsoir et bonne arrivée sur l'espace dans cette émission Les Informés. Rebonsoir et permettez-moi d'abord, avant de vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez aujourd'hui, de m'exprimer sur une situation très importante, mais aussi très sensible. Bien. Vous allez approcher du micro, c'est très important. Chiplo, vous allez jouer ce rôle. Alors, vous êtes fonctionnaire de l'État, j'imagine. Nous avons appris ces derniers temps. C'est vrai que l'actualité est dominée ces derniers temps par la mise à la retraite de 6000 fonctionnaires à la fonction publique. Mais parmi ce lot figure des travailleurs qui ont été engagés en 2019. Comment ils se sont retrouvés dedans? Bon, effectivement, ces derniers temps, nous avions tous été interpellés par ce constat qui est surréaliste. Et cela peut paraître invraisemblable pour les citoyens lambda, mais pour nous qui avions été engagés en 2019, la raison, elle s'explique. Vous allez me permettre de faire une petite genèse de notre engagement. Cela va permettre à l'opinion de savoir réellement qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette question. Et nous avions été engagés en 2019. En 2019, au compte de l'enseignement supérieur, il y a eu deux groupes qui ont été engagés. Le premier groupe a été engagé au mois d'avril 2019. Nous étions au nombre de 451 personnes. Le deuxième groupe a été engagé au mois d'août,
au nombre de 307 personnes, ce qui fait un total de 758 personnes. Je rappelle à l'époque que nous avions été engagés sous l'autorité du ministre Abdoulaye Baldé. À travers un concours? Pas à travers un concours, je reviendrai par rapport à, à la procédure de recrutement, je reviendrai après. Et lorsque nous avions été engagés, nous avions tous eu ce constat collectif par rapport à nos dates de naissance. En effet, nous étions tous nés, l'ensemble des 758, nous étions tous nés le premier mois 1935. Ça nous fait rire ici quand même. Et comme lieu de naissance, aussi bien pour ceux qui sont nés, que ce soit à Conakry, que ce soit dans certaines villes de l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, nous avions tous comme lieu de naissance Conakry. Donc, nous sommes tous, l'ensemble des 758 personnes, nous sommes nés en réalité le premier mois 1935 à Conakry. Donc, lorsqu'on a eu vent de ce constat, naturellement, nous nous sommes retournés vers nos autorités, en l'occurrence nos directeurs de ressources humaines, parce que ce sont eux qui s'occupent de toutes les questions relatives à celles-ci. Nos directeurs de ressources humaines nous ont fait comprendre que ces derniers temps, ça se passait comme ça à la fonction publique. Ils nous ont demandé de collecter l'ensemble des dossiers aujourd'hui qui pourront nous permettre de nous rétablir dans nos droits, à savoir nos extraits de naissance et toutes les pièces relatives à notre état civil. Nous l'avions fait, nous l'avions acheminé chez nos DRH qui par voie hiérarchique les ont transférés à la fonction publique. Ils nous ont dit d'attendre. Nous avions attendu une année, en 2020. Nous avions remarqué que les changements et les corrections n'intervenaient pas au niveau de nos bulletins de salaire. Tout à l'heure, j'ai envoyé un certain nombre de bulletins de salaire que je vous montrerai, parce que j'ai préféré venir avec des pièces à conviction. Donc, lorsque nous avions remarqué que nous n'étions pas régularisés, nous avions cette fois-ci décidé de porter cette affaire au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons personnellement rencontré le ministre Abdoulaye Baldé qui nous a mis en rapport avec le DRH, M. Bapa Tebari. Et ce dernier d'ailleurs que je tiens ici à remercier pour toute l'aide et pour toute l'assistance dont il nous a bénéficié, dont il a su en tout cas nous apporter. Donc il nous a proposé encore de reprendre ce travail de collecte au niveau du collectif. Nous avions des points de relais, des points focaux au niveau de toutes les universités, au niveau de toutes les institutions universitaires du pays, aussi bien à Zirikouri, Kankan, Labé, Boké, etc. Partout, en tout cas, au niveau du pays, là où il y a des institutions supérieures et des universités. Nous avions fait cette collecte que nous avions acheminée cette fois-ci, pas chez nos DRH, mais au niveau du DRH du ministère de la fonction, du ministère de l'enseignement supérieur. Ce dernier, avec bien sûr la collaboration de certains même de nos collègues, à savoir Daouda Keita qui est notre directeur administratif et financier, et M. Zoumanegui qui est le président du collectif. Et ils ont fait un travail qui consistait à faire toutes ces corrections au cas par cas. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que les corrections qui sont liées aux dates de naissance. En fait, ces dates de naissance ne sont que la face visible de l'iceberg. Tout à l'heure, je reviendrai aussi sur un certain nombre d'erreurs que nous avions rencontrées. Mais le plus urgent pour nous, c'était les dates de naissance. Donc, ils ont fait ces corrections. Ils ont acheminé le fichier à la fonction publique, plus précisément au service informatique. Et très fort fut notre étonnement lorsque ce fichier a été rejeté par les agents du service informatique de la fonction publique, sous prétexte que le DRH et un certain nombre de nos collègues n'ont pas à faire ce travail. Ce travail leur revient à eux de le faire. Et il va falloir suivre cette voie hiérarchique. Nous leur avons rappelé que cette voie hiérarchique, elle a été suivie. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas été rétablis dans nos droits. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que ça, c'est des erreurs qui nous sont préjudiciables. Bon, ils nous ont demandé de retourner encore avec nos DRH. Donc, à un moment donné, nous nous sommes rendus compte que les choses n'évoluaient pas. C'était ainsi que certains, on aurait appris, nous n'avions pas toutes les preuves, que certains, vu que la situation était en train de perdurer, certains ont préféré tout simplement aller négocier. Est-ce que ce n'était pas une stratégie pour partir négocier et donner de l'argent? Justement, c'est la question. Je me dis que c'est fait à dessein de mettre des dates de naissance. Tout le monde né le 12e mois 1935. 35, oui. Quand même. Ouais, c'est fait sciemment. Moi, personnellement. Un responsable des ressources humaines dans un ministère qui ne peut pas corriger ça. D'ailleurs, c'est fait exprès. C'est fait exprès. D'ailleurs, c'est le service informatique. Ce sont des données à rentrer dans un fichier.
Et la correction, elle est effectuée. Ce n'est pas un truc aussi difficile que ça. Mais on n'a pas besoin d'ailleurs de la correction. Si vous êtes né en 1980, pourquoi ils mettent là-bas 1935? Je ne sais pas. Franchement, ce sont eux qui étaient en mesure de nous le dire. L'argument, ils nous ont donné un argument fallacieux. Ça donne fallacieux. raison à Colli, le seigneur des dossiers concernant la fonction publique. Sérieux quand même. Ils nous ont donné un argument fallacieux qui consistait à nous dire que, compte tenu du fait qu'il y avait des gens qu'on engageait de façon frauduleuse, donc il était question pour les DRH de vérifier réellement si tous les documents qui ont été fournis sont réels. Mais à mon avis, je me dis que c'est un contrôle qui paraît un peu banal. Donc tout cela, c'est pour vous dire la complexité autour de ce dossier. Bien, oui, Alphonse. Moi, la question que je suis amené à me poser, vous êtes allé à la retraite, c'est bien ça? Donc moi, personnellement, je ne suis pas allé à la retraite. Tout à l'heure, je n'ai pas fini mon histoire. Parce que j'allais expliquer, pour être honnête aujourd'hui, moi, personnellement, je comptais expliquer comment est-ce que j'ai régularisé ma situation. Allez-y, on va vous écouter. Moi, j'ai eu la chance de connaître une personne qui travaille à la fonction publique, je ne dirai pas son nom, pour des raisons d'anonymat. Cette personne a été une patiente parce que je suis parallèlement à ma profession d'enseignant-chercheur, je suis médecin, dentiste. Donc cette personne a été ma patiente. Elle ne travaille pas au service informatique, mais comme elle est à la fonction publique, elle a des collègues qui pourraient m'aider. C'est ainsi que j'ai consulté mon dossier. J'ai déposé à son niveau. 2 ou 3 mois après, je pense, ma date de naissance a été corrigée. Donc tout à l'heure, je voulais rappeler cela. C'est-à-dire la plupart des corrections qui ont intervenu, c'est soit des personnes qui ont des relations, qui ont des bras longs au niveau de la fonction publique, ou soit des personnes qui sont venues payer. En réalité, c'est ça la réalité. Il y a eu quand même certains qui ont été régularisés et tout porterait à croire que la première procédure qui a été engagée par certains DRH avait porté fruit. Mais aujourd'hui, la réalité est que sur le terrain, il y a encore près d'une 50aine de personnes. Je suis venu avec quelques noms ici. Ils m'ont donné l'autorisation de donner leur nom, leur matricule, leur véritable date de naissance, et leur université de provenance. Parce qu'aujourd'hui, ils voudraient vraiment qu'à travers cette émission, qu'on interpelle les autorités, aussi bien du ministère de l'Enseignement supérieur et les autorités du ministère de la Fonction publique, s'il le faut même le colonel Mamadi Doumbouya, pour qu'on nous rétablisse dans nos droits. Donc, si vous me permettez, après les questions, tout à l'heure, je vais donner les noms avec les matricules et toutes les informations. Allez-y, d'ailleurs, on va enchaîner. C'est important. Donc, je vais, par exemple, l'étudiant, l'enseignant-chercheur au nom de So Kierno Abdourrahim, matricule 31 18 92D, est né en réalité le 27 avril 1989 au lieu du premier mois 1935. Jusqu'à date, c'est-à-dire le dernier mois, le mois de novembre, sur son bulletin de paye, l'erreur n'a pas été rectifiée. Il est de l'Institut supérieur des sciences et vétérinaires de Dalaba. L'enseignant-chercheur du nom de Inza Bamba, 3117-16B, est en réalité né le 11-10e mois 1982 à Beila, au lieu du premier mois 1935. Il est à l'université, il est au centre de recherche de la codiculture. C'est la production animale et végétale à Tanienne à Dubreka. Il y a aussi cet enseignant-chercheur du nom de Kaloga Fode Youssouf, avec le matricule 312004Y. Il est à l'université Gamal Abdel Nasser, génie informatique. Il y a cet autre enseignant du nom de Ba Ismaïla, matricule 311918G. Il est né le 1986 à l'Abbé, au lieu de 1935. Il y a beaucoup d'exemples. Je ne pourrais citer tous les exemples, mais il y a vraiment beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation. Et si vous vous rappelez, dans la liste des 6300 fonctionnaires qui ont été envoyés à la retraite, il y a malheureusement des gens qui se sont retrouvés dans cette liste, qui sont nés en 1930. Bien, oui, Alphonse. Moi, des noms que vous avez cités, parce que j'ai en même temps la liste que je tiens, je ne retrouve pas ces noms cités encore ici. Donc, si on peut... Est-ce que vous avez eu tout le temps là pour lire? Le dernier nom, par exemple, Kaloga Fode Youssouf, n'est pas sur le compte du ministère de l'enseignement supérieur. Je peux répondre. Est-ce que vous avez premièrement vérifié la liste pour savoir s'ils sont effectivement allés à la retraite et quel a été le recours que vous avez tenté vers le ministère de la fonction publique pour procéder à la correction? Aujourd'hui, nous ne voulons pas attendre, nous ne voulons pas faire le médecin après la mort. Justement, c'est que nous avions été interpellés par un état de fait. Il y a aujourd'hui des fonctionnaires qui se retrouvent dans la même situation que nous. J'ai bien précisé que nous sommes de l'enseignement supérieur. Il semblerait la nommer Salimatou Kamara, elle est de notre service au niveau de la fonction publique. Mais nous avions tous comme dénominateur commun cet engagement en 2019. Donc aujourd'hui, nous avions appris aussi, nous avions même interpellé le syndicat de l'enseignement supérieur parce que ces opérations de mise
à la retraite seront progressives jusqu'au mois de janvier. Donc plutôt que d'attendre de voir ces gens, parce qu'à date, officiellement, ces gens sont à la retraite avec ces années de 1935. Plutôt que d'attendre que ces gens soient amenés à la retraite avec toute la difficulté de la procédure encore qu'il va falloir mettre en place pour les ramener au sein de la fonction publique, nous préférons dès maintenant interpeller les autorités pour que ceux-ci soient rétablis dans leurs droits, qu'on leur mette leur véritable date de naissance. Bien. Nous n'avions pas à attendre que ces noms figurent sur une liste de retraite pour réagir. Bien. On va marquer une pause, le temps pour nos obligations commerciales. On revient juste après avec vous, Dr Salah. Vous êtes enseignant-chercheur. On revient par rapport à ces retraités ces fonctionnaires qui sont mis à la retraite alors que ils sont encore très jeunes. Ils ont tous une date de naissance qui est le 1er 12e mois 1935. Pourtant, ils sont engagés en 2019. Juste après les infos, on revient dans cette émission Les Informés sur Espace. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.